vais maintenant donner la parole au docteur Mohamed Ali Korsan, qui est psychiatre, spécialiste des addictions à l'hôpital psychiatrique Henri Hay à Paris. Docteur, vous avez publié l'année dernière chez Duno l'ouvrage Surmonter un problème avec le jeu d'hasard et d'argent. Et j'ai quelques questions pour orienter votre propos. Quel est le point de vue du clinicien sur la loi d'ouverture à la concurrence des jeux en ligne? Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait être amélioré? Quelles sont les caractéristiques du jeu pathologique? Et parmi vos patients, beaucoup jouent-ils sur l'offre illégale et donc sur des sujets comme sur des jeux comme la roulette ou les machines à sous en ligne? Bonjour à toutes et à tous. Je remercie tout d'abord les organisateurs de m'avoir associé à cette table ronde. Merci Monsieur Segalen pour ces questions qui vont permettre d'introduire mon propos. Juste une précision, on a été deux à coordonner ce livre avec le professeur Lucien Romo de la fac de psycho de Nanterre et on est en tout 6 à avoir contribué. Donc c'est un ouvrage collectif, ça s'adresse aux joueurs et à leur entourage. Donc c'est écrit dans ce sens-là. On peut considérer les conduites de jeu comme étant un continuum selon la sévérité. Donc allant du jeu social ou récréatif jusqu'à un jeu pathologique. Lorsque l'on parle de jeux pathologiques, plus récemment d'addiction au jeu, de jeux problématiques, de jeux excessifs, on fait souvent référence à des joueurs qui ont des difficultés à contrôler leur comportement de jeu, c'est-à-dire qui jouent plus qu'ils ne devraient le faire, en fonction de leurs moyens, plus longtemps, plus fréquemment, qu'ils en arrivent jusqu'à mentir à leur entourage, à escroquer, à s'endetter pour pouvoir financer leurs activités de jeu. Ces conduites de jeu excessives chez les joueurs pathologiques peuvent retentir sur leur vie familiale, sociale, conjugale, professionnelle. Et il est important de noter que quand on est joueur en difficulté problématique ou pathologique, on continue à jouer même en étant conscient des répercussions négatives ou des conséquences négatives qu'ont les conduites de jeu sur sa propre vie. Donc, pour en venir à l'offre illégale, personnellement, je n'ai pas beaucoup de joueurs qui jouent sur l'offre illégale. J'y prête particulièrement attention parce que il est connu que cette offre de jeu est plus associée à des problématiques de jeu, aux jeux problématiques. Initialement, je voyais certains de mes patients devenir abstinents au jeu, arrêter de jouer, s'auto-exclure et rechuter sur des sites qui sont sur l'offre illégale. Je pense particulièrement à un de mes patients qui avait rechuté le jour de son anniversaire en recevant un mail de l'opérateur chez lequel il jouait avant avec un bonus. Bon, on était parti pour quelques mois de galère. Donc, je me posais régulièrement la question de l'harmonisation, des régulations des jeux, des législations, pourquoi des gens arrivent à se limiter en France et être tentés à l'étranger. Et j'ai découvert plus récemment que certains de mes patients, même s'ils le veulent, ils craquent à un moment, ils veulent rejouer sur des sites à l'étranger, ils n'y arrivent plus. Ces sites-là leur répondent que parce qu'ils sont français, ils ne les acceptent pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps, mais c'est fort positif. Mon point de vue de clinicien sur l'ouverture à la concurrence du jeu en ligne. Donc, en tant que clinicien, l'essentiel de mon activité, c'est de voir les gens pour lesquels ça se passe mal. Donc, pas ceux qui arrivent à jouer de manière récréative, plaisante et sans dommage. Donc, avec l'ouverture à la concurrence du jeu en ligne, je m'attendais intuitivement à ce qu'il y ait plus de joueurs problématiques. Et ce n'était pas le cas. Comment expliquer cela ? C'est peut-être le résultat des mesures efficientes qui ont été mises en place depuis, le renforcement de l'offre de soins. Il y a eu des financements fléchés pour des postes de praticiens hospitaliers dédiés aux jeux de hasard et d'argent. Il y a eu des binômes assistants sociaux psychologues aussi de financer. C'est peut-être cela qui a marché. Ou j'ai une autre explication, à mon humble avis. Je vois sur les patients que j'ai suivis dans l'offre traditionnelle du jeu, pas en ligne, que l'écrasante majorité de ces patients-là ne viennent qu'après de longues années d'évolution. Je dirais comme ça, pif, une dizaine d'années. Ils ne viennent pas assez rapidement. Donc si ça se trouve, si on ne voit pas plus de joueurs problématiques aujourd'hui, il y a peut-être une masse de joueurs qui n'ont pas encore
étaient consultés, qui ont rencontré le jeu à travers le média Internet ou qui étaient sur l'offre traditionnelle et qui ont basculé dans un jeu problématique via le média Internet et qui viendront consulter que dans quelques années, à l'instar des joueurs sur l'offre traditionnelle, avec un mécanisme psychologique de déni que tout le monde connaît. Je fais référence à plusieurs travaux de recherche internationaux qui identifient le jeu sur Internet comme étant plus pourvoyeur de jeux problématiques. Ces études sont nombreuses, mais il faut reconnaître que les méthodologies ne sont pas comparables, sont très différentes, on ne peut pas les comparer, on ne peut pas encore conclure. C'est l'état actuel des choses. Par exemple, dommage qu'il n'y ait que peu d'études s'étant intéressées dans une même population à ceux qui sont exposés et ceux qui ne sont pas exposés sur Internet. Ce qui nous permettrait de confirmer ou d'infirmer les facteurs de risque liés aux médias Internet pour le jeu de hasard et d'argent. Donc, pour revenir à l'offre en tant que telle, on est tenté de croire que c'est l'offre, la diffusion de l'offre, qui est l'unique responsable du problème de jeu. Mais ce n'est pas le cas. Ça influe sur le nombre de joueurs excessifs en interaction avec plusieurs autres facteurs de risque, qu'ils soient personnels, environnementaux ou sociaux. Je prends quelques instants pour vous citer, parce que c'est notre quotidien de clinicien, les facteurs de vulnérabilité, tels que des événements de vie traumatisants, des stratégies d'adaptation défaillantes, une vulnérabilité aux émotions négatives, l'influence de la famille, des pairs, PAIRS, bien évidemment, les facteurs culturels et religieux, le fait d'appartenir à une population minoritaire, les facteurs socio-économiques et éducatifs, situation économique difficile, on jouerait pour améliorer cette situation-là, ainsi que des facteurs liés au jeu, tels que l'accessibilité ou l'influence des publicités. Donc, des scientifiques se sont focalisés sur le média Internet. Il y a des facteurs de risque qui sont spécifiques aux médias Internet, aux jeux sur Internet, qui le rendraient plus à risque. Par exemple, le fait que ça rende le jeu plus abordable financièrement, plus accessible, anonyme, plus commode. Les gens peuvent jouer via leur smartphone, on le disait tout à l'heure, sur leur lieu de travail ou s'enfermer chez eux. Mes patients ils me disaient qu'à force de passer plusieurs heures, un temps très lent dans la salle de bain, sa femme a fini par s'inquiéter. Donc, l'accessibilité. Aussi, le fait de jouer avec de l'argent virtuel, c'est différent que de jouer avec de l'argent, entre guillemets, réel. On a un différent rapport avec l'argent quand on joue. Aussi, des facteurs qui sont liés aux médias numériques, l'interactivité, la fréquence plus élevée des événements, des couleurs, des sonorités. Ça peut rendre un jeu plus addictif. C'est important, je vous cite tout ça, parce que c'est des leviers sur lesquels on peut se baser. Donc, il y a des scientifiques qui sont intéressés à une population particulièrement vulnérable, c'est les adolescents. Donc, des facteurs de risque ont été démontrés comme plus signifiants pour le jeu en ligne chez les adolescents. Les deux les plus signifiants sont la vérification insuffisante pour l'âge et les difficultés à contrôler l'utilisation de cartes de crédit. Donc, les opérateurs de l'autre côté de l'ordinateur peuvent difficilement savoir si la personne a l'âge légal ou pas, ou si c'est un adolescent, ou si ce n'est pas un adolescent qui joue tard le soir avec la carte bancaire de ses parents. Donc, face à tout cela, la tentation de la prohibition est présente. Dans une perspective historique, la prohibition a été considérée comme une forme de prévention. Ça a été dit tout à l'heure, en début de matinée, participant à réduire les effets négatifs du jeu. Mais une telle politique s'attaquerait aux libertés individuelles, favoriserait l'offre de jeux clandestine. Ça a été aussi dit à plusieurs reprises aujourd'hui, mais vous savez tous ce qu'a pu donner tout cela dans d'autres contextes. Donc ainsi, les problèmes de jeu relèveraient plutôt du soin, de la prise en charge, de la prévention et de la réduction des risques. Donc j'aimerais de ce fait me focaliser ce jour sur la prévention et la réduction des risques. Mon temps d'intervention est limité. Je me focaliserai que sur ça, espérant que ça contribue à développer cet aspect de la lutte contre le jeu excessif. On peut imaginer, à titre de rappel,
une prévention efficace comme étant l'alliance de mesures pédagogiques et d'autres contraignantes allant dans le même sens. Donc, des programmes de prévention établis et jugés comme intéressants pour le jeu excessif s'organiseraient de la sorte. Il y a des interventions préventives dites universelles, d'autres sélectives et d'autres dirigées. Je m'explique avec certains exemples. Donc, les interventions préventives universelles s'orientent vers le public en général, ou un groupe de la population qui n'a pas été identifié en fonction d'individus à risque. Cela a pu être, par exemple, la mise en place de semaines de sensibilisation, de messages à la radio pour le public en général, précisant que le jeu peut être un problème, ou l'interdiction des machines à sous en dehors des casinos. Quant aux interventions préventives dites sélectives, elles visent quant à elles des individus avec des facteurs de risque, qui les rendent plus vulnérables à développer la maladie. On cite à titre d'exemple des programmes de sensibilisation pour les employés du casino ou du PMU, ou des plaquettes, la mise à disposition de plaquettes d'information sur les dangers du jeu qui sont distribuées sur des lieux de jeu. Et la troisième catégorie, c'est plutôt les interventions préventives dites dirigées, qui ciblent des individus à haut risque qui présentent certains symptômes de la maladie, mais qui ne présentent pas encore tous les critères de la maladie. Donc, pour le moment, cela renvoie à titre d'exemple aux actions de suivi qu'accordent les services d'auto-exclusion aux personnes qui en sont concernées, ou bien au repérage des patients avec un autre trouble addictif, alcool, drogue, qui sont plus à risque, ou à la distribution dans des casinos d'auto-questionnaires diagnostiques ou d'une liste d'adresses de centres de soins spécialistes. Donc voilà, bien évidemment, ces mesures ne concernent pas que le jeu en ligne, mais on peut difficilement différencier le jeu en ligne et l'offre traditionnelle, du moins d'un point de vue médical. Et les gens ont été très, très imaginatifs et inventifs, ils ont mis en place différents types de mesures à travers le monde. Donc, c'est juste pour attirer votre attention sur ce qui pourrait se faire. Donc, j'aimerais aussi citer les travaux d'un groupe d'experts qui a publié en 2014 des guidelines de recommandation pour la réduction des méfaits du jeu excessif. Si on doit se limiter aux actions de santé publique qui ont été entreprises pour le jeu en ligne, seules 2 mesures ont montré un haut degré d'efficacité. La première étant la restriction de l'accès au-delà d'un âge légal, on en parlait tout à l'heure, et la deuxième, l'attribution de licences et de monopoles. Ce qu'on peut comprendre à des institutions auxquelles après on peut demander ou exiger une attitude ou des stratégies de jeu responsable. Donc, si je dois conclure avec des propositions afin d'améliorer éventuellement la loi de mai 2010, je vous en soumettrai 2 en priorité. Qui sont à la fois vagues, qui peuvent être aussi perçues comme ambitieuses. La première étant de favoriser l'accès aux soins des joueurs pathologiques. Je précise juste que seuls 3 à 11% d'entre eux demandent de l'aide auprès de services spécialistes. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Il y a des barrières d'accès aux soins qu'on peut cibler. Et donc ça peut être à travers des interventions ciblant des facteurs limitant l'accès aux soins et ne pas attendre que les joueurs aillent consulter, et plutôt que ce soit le contraire. Et comme deuxième mesure, c'est plutôt d'aider à développer les champs de la recherche. Donc je vous le disais tout à l'heure, c'est dommage qu'il n'y ait pas une étude avec une population considérable qui puisse évaluer à la fois des gens qui sont exposés et d'autres qui ne le sont pas au jeu. Ça pourrait de mieux comprendre et caractériser les joueurs excessifs en ligne, ou bien de favoriser les partenariats entre les différents acteurs en collaboration. Et donc, je finis sur cela et je vous remercie de votre attention. Merci, docteur.